Merci beaucoup à tous d'être là aujourd'hui dans le cadre donc, des activités de la communauté de pratique sur l'expérience et le partenariat avec les patients et le public dans le système de santé et services sociaux. Nous organisons régulièrement des webinaires sur différents sujets. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui nous a été amené plus particulièrement par Annie Daniel, qui est co-lead de cette communauté de pratique avec moi. Donc, je la remercie vraiment infiniment, hein, Annie Daniel, de nous avoir proposé ce sujet éminemment d'actualité. Je vous rappelle quand même qu'on estime à plus de 5000 décès liés aux opioïdes en 2022 au Canada. Et ça représente quand même 20 décès par jour. Donc, c'est vraiment une problématique de santé publique excessivement importante. Que c'est aussi beaucoup en lien avec des sensibilisations et des pratiques que l'on peut changer et modifier dans le système de santé. Et c'est dans ce cadre-là donc que ce webinaire souhaite vraiment vous montrer comment ont été co-construits des modules de formation continue et une trousse à outils pour être capable de mieux gérer la douleur et surtout de voir de quelle manière on doit utiliser les opioïdes de façon adéquate. Et ce qui est très innovant évidemment dans ce projet, c'est sa capacité à vraiment l'avoir co-construit depuis le départ avec des patients qui sont aux prises avec des douleurs chroniques. Donc on a la chance d'accueillir 4 personnes pour nous faire cette présentation. On a tout d'abord Annie Daniel Grenier, qui est donc une patiente atteinte de maladies rares, qui travaille donc au bureau du patient partenaire et au centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, entre autres. Mais elle a aussi créé toute une association que l'on voit derrière, là, avec Ma vie en zèbre, là, si je ne m'abuse. Donc, elle est très, très active aussi sur les réseaux sociaux. Est très impliquée évidemment sur plein de projets qu'elle souhaite réaliser en co-construction. On a Catherine Lemise, qui est aussi patiente partenaire experte au bureau du partenariat patient à l'Université de Montréal, ainsi qu'au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients publics. Puis, elle a travaillé sur plein de projets aussi en lien avec la douleur chronique et son métier est d'être traductrice médicale. Puis on a aussi donc docteur Maya Nader, donc, qui est médecin de famille, spécialisée dans tout ce qui est dépendance, donc au CHUM. Elle travaille en particulier en obstétrique, où elle a créé une clinique, hein, c'est ça, je ne me trompe pas, pour vraiment aider les femmes aux prises avec des dépendances pour pouvoir vivre leur maternité et l'accouchement, ainsi que pour le bébé dans les meilleures conditions. Et elle est évidemment aussi professeure à l'Université de Montréal. Puis nous avons la docteure Lydia Hatcher, qui est aussi médecin de famille et présidente de l'Association canadienne de gestion de la douleur, donc the Canadian Association of Pain Management. Et elle est aussi professeure à l'Université McMaster. Et là, elle vient nous présenter le fait qu'elle est très, très, très impliquée dans vraiment la formation des médecins à tous les niveaux de formation et avec évidemment un intérêt plus particulier sur la gestion de la douleur et l'utilisation des opioïdes. Donc, ce travail a été réalisé dans le cadre d'un appel à projet qui avait été fait par l'Association des facultés de médecine du Canada à la suite de la crise des opioïdes. Et donc, cette présentation va nous présenter le projet, le rôle respectif de chacun, les différentes leçons apprises, les ébauches et solutions pour optimiser aussi le partenariat avec les patients dans ce type de situation, à la fois de douleur chronique et d'utilisation des opioïdes. Donc, je vous laisse donc prendre la parole et puis ensuite, il y aura une période de questions. Il faut savoir aussi que les questions peuvent être posées en anglais ou en français. Lydia, on va faire un effort là pour faire en sorte qu'elle puisse aussi suivre la présentation, puisque les diapositives seront en français, mais on pourra évidemment faire un dialogue dans les deux langues. Moi, malheureusement, je suis amenée à devoir faire moi-même un atelier dans quelques minutes de l'autre côté, au centre du côté du CHUM. Donc, je vais écouter une partie et je vais devoir partir en route. Et donc, ce sera Cécile et Annie-Daniel qui vont animer la suite. Donc, merci encore d'être présente et merci surtout à nos 4 super présentatrices de prendre le temps de nous présenter leurs travaux.
Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être là. Merci Marie-Pascale d'avoir pris de ton précieux temps pour nous présenter puis assister au début de la présentation, effectivement. Donc, bonjour tout le monde. Je vais commencer par la raison d'être du projet. Comme elle a dit, c'est l'Association des facultés de médecine du Canada, ou AFMC, qu'on va utiliser tout au long de la présentation. Ils ont lancé ce projet-là dans les mots de la FMC pour combler les lacunes dans l'offre éducative actuelle au Canada en matière de diagnostic, de traitement, de prise en charge de la douleur et de troubles liés à l'usage de substances. Évidemment, on sait que c'est aussi en réponse à la crise des opioïdes, ça fait partie du nom du projet et comme Marie-Pascale a mentionné, c'est un problème majeur. Puis, je pense, dans la réflexion sur comment on pouvait aider ou pourquoi il y avait des problèmes, bien, une petite partie de l'explication, c'est qu'il y a effectivement des manques dans la formation des médecins. Puis, quelques exemples de petits problèmes comme ça pour expliquer ce que je veux dire. Un médecin qui va refuser d'aider un patient qui se présente avec de la douleur à l'urgence en pensant ou en présumant que la personne est dépendante aux opioïdes. Des fois, un patient qui a son congé après une chirurgie d'un jour avec une prescription d'opioïdes, mais aucune information, que ce soit sur les bénéfices, les risques ou la meilleure façon de s'en débarrasser, et ainsi de suite. Puis finalement, un autre exemple, c'est la personne dépendante, effectivement, aux opioïdes, mais qui n'a pas le traitement dont elle aurait besoin parce que les professionnels de la santé ont peur de nourrir la dépendance, alors que c'est un peu plus complexe que ça, la réalité puis la bonne chose à faire avec ces personnes-là. Donc, évidemment, ce n'est pas ce programme-là la seule réponse pour tout régler, mais c'est une réponse à l'endroit où les professionnels de la santé peuvent agir pour améliorer ça. Dans cette situation-là, pourquoi impliquer des patients partenaires? Ben, c'est s'assurer de coller à notre réalité, pas juste la mienne, celle des patients, puis aux besoins aussi. Ça aide aussi à reconnaître et éviter les biais, les jugements. Parce que, entre vous et moi, si on a été victime de préjugés, on les voit assez rapidement dans un texte, dans une formation. Ça inclut donc le savoir expérientiel des patients, puis ça, c'est l'importance de la complémentarité des savoirs, donc la connaissance théorique, pratique du médecin et le vécu du patient, ça prend les deux. Donc, je vais passer la parole à Catherine qui va vous donner un aperçu du projet. Bonjour tout le monde. Donc, un aperçu du projet. Donc, ce projet a profité d'un financement du programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada. L'objectif que la SMC avait, c'est d'élaborer un programme d'études en ligne national, complet, bilingue et fondé sur des données probantes. La phase 1, à laquelle Annie, Daniel et moi, nous n'avons pas participé, c'était le niveau prédoctoral, donc EMPR. Mais nous, alors, c'est la phase 2, le niveau postdoctoral, le MPO, pour les résidents, et développement professionnel continu. Nous avons aussi participé à la création d'un toolkit, d'une trousse d'outils pour les patients et les professionnels, et aussi tous ceux qui voudraient avoir plus de connaissances. Et je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, Annie-Daniel. Donc, cette phase 2-là, on va commencer par parler de celle-là, donc les modules pour les médecins résidents et les médecins en formation continue. C'est là qu'on a commencé à travailler avec la FMC. Puis, c'était en fait une collaboration avec beaucoup de parties prenantes. La FMC dont on a parlé, celui vous connaissez un peu, le CEPPP ou Centre d'excellence en partenariat avec les patients et le public, l'Université Queen's, 18 médecins et 12 patients partenaires. Donc, qui faisait quoi dans tout ça, puis sincèrement, au début, c'était un peu mélangeant. La FMC, comme on a dit, c'est son projet, c'était eux qui étaient responsables du financement, évidemment, de la coordination générale et de la ligne directrice. Le CEPPP faisait beaucoup un rôle, je ne veux pas dire de médiateur parce que ce n'est pas vraiment le bon contexte, mais de lien entre l'université, la FMC et les patients partenaires. Il y avait des réunions régulières pour
mettre à jour, ajuster, tout ça. L'Université Queen's, sa responsabilité, c'était l'aspect pédagogique, par exemple, de prendre notre contenu puis d'en faire quelque chose qui était utilisable et qui ressemblait aussi à ce que les professionnels de la santé ont l'habitude d'utiliser, bien sûr. Puis les médecins, les patients partenaires, notre rôle, c'était de travailler ensemble pour créer le contenu de chacun des modules. Donc, ça a été un beau projet en collaboration, en co-création, parce qu'on était quand même impliqués presque dès le début. Et comme j'ai dit, entre autres, via le CEPPP, il y avait le dialogue, il y avait les ajustements et ça a été un apprentissage commun. Dans le bas, on a mis le lien de la liste des collaborateurs. Si ça vous intéresse, on va vous envoyer, si vous le désirez, les diapositives probablement la semaine prochaine. Puis les liens sont cliquables. Donc, je repasse la parole à Catherine. D'accord. Alors, justement, les modules d'apprentissage, ils sont pour la formation pour les résidents et pour les médecins. C'est 7 et 8 modules respectivement. Donc, voilà. Donc, tout a été co-créé par une paire de patients médecins et révisé par des professionnels. Parfois, il y avait 2 patients pour un médecin. Des fois, il y avait un patient pour un médecin, des fois il y avait un patient, 2 médecins, c'était un peu variable, mais c'était quand même de la co-création. Et donc, c'est ça, des exemples de modules, je peux vous parler de la gestion des opioïdes, douleurs liées au cancer, responsabilité des médecins. Si je prends un sujet de ENPO, par exemple, établir des relations avec les individus, gérer les conversations difficiles. Sujet 3, par exemple, traitement médical des dépendances. Pour le contenu DPC, il y a par exemple responsabilité des médecins, douleur chronique, usage des opioïdes chez les personnes âgées. Mais en fait, je vous invite à aller voir le site qui apparaît en bas, puis vous allez pouvoir vraiment visiter et voir tous les modules. Et donc, ce site a été lancé en mars 2023, donc très récemment. Alors, à toi, Annie-Danielle. Pardon. J'ai travaillé sur, en fait, le dernier module pour la formation continue avec Dr. Maya Nader, qui était la médecine hospitalière, et je vais la laisser présenter notre travail avec quelques exemples. Merci Annie-Danielle. Puis si tu veux interjecter là, pendant que je passe, ça me dérange pas. Donc, nous, on a travaillé sur le module de médecine hospitalière qui a en fait, le but, c'était d'aider les médecins qui travaillent à l'hôpital, qui hospitalisent des patients, à avoir une meilleure gestion de la douleur aiguë, de la douleur chronique, de la prescription d'opioïdes, mais aussi de la gestion de patients qui ont des troubles d'usage de substances. Et la façon dont on a fonctionné, là, je pense qu'ils vous l'ont présenté à date, c'est vraiment une co-construction de modules. En fait, j'ai même pas réfléchi au module avant ma première rencontre avec Annie-Danielle. On l'a vraiment fait ensemble, ce module-là. On a eu une première rencontre en visioconférence ensemble. On a appris à se connaître. Chacune, on a parlé de c'était quoi nos priorités, comment on voyait le module, comment on voulait travailler ensemble. C'est vraiment, on a formé l'équipe comme ça. Donc, on est parti de ensemble, comment ensemble on va faire ce projet, puis comment ensemble on va le mener à bien. Et puis, je pense que la façon dont on a travaillé a été super. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de fun à travailler avec Annie-Danielle, puis j'ai appris tout plein de choses. Mais je pense que la raison que ça a bien fonctionné, c'est que justement, on l'a construit ensemble dès le début, puis on s'est écouté dès le début, puis on a pris des décisions ensemble de comment on allait fonctionner. Puis le fait qu'on ait de la communication constante de plusieurs façons, ça a vraiment amené une belle dynamique d'équipe. Fait que dans le fond, on avait des réunions où est-ce qu'on se rencontrait, là, on avait du temps ensemble en visioconférence où est-ce qu'on discutait de notre vision, puis on s'échangeait des courriels de façon régulière, puis on avait vraiment un document commun, partagé, sur lequel on travaillait en même temps, on se faisait des commentaires. Donc, on avait plusieurs modes de communication, puis ce qui faisait que on n'était pas chacune de notre côté à faire notre truc, puis ensuite revenir ensemble. C'était vraiment co-construit dès le début et à travers tout ça. Et puis,
moi, de ce que j'ai adoré de travailler avec Annie Daniel, puis je pense que ça a été un succès, c'est qu'on s'écoutait, là, les deux, on écoutait l'autre, puis on prenait les commentaires, la rétroaction, puis on est arrivé à des compromis à chaque fois. Puis tout ça, c'était dans le respect mutuel. Puis je pense qu'on avait chacune des forces et des faiblesses à apporter, puis on s'est bien appuyé autant dans l'une que dans l'autre. Fait que ça a vraiment mené à quelque chose de très beau. Puis, les points plus négatifs, c'est pas nécessairement négatif, mais quand on fait un travail d'équipe, c'est toujours plus long. Il faut mettre du temps de côté pour les rencontres, il faut s'assurer de communiquer comme il faut prendre le temps de recevoir les commentaires, la rétroaction, puis de changer les choses. Fait que c'est sûr qu'il faut garder ça en compte. Là, c'est pas aussi simple que de juste faire un module tout seul chez soi devant son ordi, mais ça donne quelque chose de tellement plus riche, puis justement, ça amène toute une autre vision du module qui n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu de patient partenaire. Puis on a mis ici une chose à améliorer, en tout cas de mon côté, là, je ne vais pas parler pour Annie Daniel, mais des fois, je trouvais ça difficile, le manque de communication de la FMC. Les échéanciers changeaient tout le temps, des fois 2 semaines à l'avance. Ah, finalement, on avance votre échéancier de 2-3 semaines. Ah, avec les gardes et tout ça, des fois, c'était pas simple. Fait que ça, j'ai trouvé ça difficile. Puis aussi, la beauté de notre module, c'est qu'Annie Daniel et moi, dès le début, on l'avait comme vu ensemble, on l'avait visionné ensemble. Puis, comme à mi-chemin, je pense, à Annie Daniel, ils ont dit, ah, finalement, il y a un autre médecin qui va venir travailler avec vous. Fait que là, on avait toute notre vision, on avait tout trouvé une façon de travailler ensemble. Puis là, il y avait comme une tierce personne qui s'ajoutait, qui était comme pas au fait de la vision qu'on avait pour le module, il a apporté de super trucs, mais c'était du temps en plus à essayer de le mettre à jour sur notre vision, puis lui expliquer des trucs. Fait que ça c'était un peu moins le fun d'avoir quelqu'un qui s'ajoutait comme mi-parcours, vu qu'on avait essayé de le co-construire dès le début. Ça jouait un peu dans la dynamique. Mais en général, je trouve que notre module est vraiment génial. Puis le fait qu'on l'ait co-construit, merci, c'est ça, c'est qu'on voulait vraiment mettre le patient au centre du module. Puis donc ça, on va vous présenter là, quelques images de notre module, donc sur la médecine hospitalière, qui a pour but justement d'aider les médecins à la gestion de la douleur, à la gestion des opioïdes, puis aux troubles liés à l'usage des substances. Tu peux passer à la prochaine. Puis comme vous voyez, là, dès les premières diapositives, on a mis le patient au centre du module. Donc, la première chose à faire quand un patient est hospitalisé, puis là, j'utilise le terme patient, là, mais c'est de s'asseoir avec le patient puis de dire, mais vous, quels sont vos objectifs, quelles sont vos attentes par rapport à l'hospitalisation et au traitement? Puis on a vraiment essayé de garder ça comme fil conducteur, de garder le patient comme l'expert de soi-même, l'expert de sa condition, puis la personne qui ultimement devrait prendre les décisions. Et puis ça c'est vraiment le fil conducteur de notre module qui est aussi très interactif. Donc, à travers des études de cas, on ramenait toujours oui, les trucs médicaux, mais OK, comment on intègre ça dans la vision du patient? Puis, on a voulu faire ressortir, si tu reviens à l'autre avant, aussi le fait que les opioïdes, la douleur, le trouble d'usage, c'est un sujet sensible. Puis, il y a beaucoup de stigmas, beaucoup de préjugés envers les patients qui souffrent de troubles d'usage de substances, mais aussi envers les patients qui n'ont pas de troubles d'usage de substances, mais qui ont des prescriptions, par exemple, d'opioïdes pour douleurs chroniques, qui se font souvent poser des questions par les professionnels de la santé pour essayer d'éclairer le potentiel de mésusage, mais qui peuvent être très stigmatisantes comme questions. Puis je pense que comme professionnels de la santé, on ne le réalise pas. Puis ensuite, la réponse des patients, on l'interprète d'une façon complètement différente. Donc, on trouvait que c'était vraiment important de mettre l'emphase là-dessus puis de réaliser que la façon dont on pose des questions ou notre espèce de curriculum caché derrière nos questions, bien, les patients, ils comprennent, ils savent. Puis des fois, ça crée vraiment un bris de lien de confiance et de lien thérapeutique. Fait qu'on voulait mettre l'accent là-dessus, puis mettre justement le point de vue du patient par rapport à ça. Puis Annie Daniel, elle a été super, là, elle a créé des vidéos, des trucs audio pour raconter un peu certaines histoires de cas pour mettre l'emphase là-dessus. Puis, si tu passes à la dernière diapo, ça, c'est un exemple d'étude de cas. Moi, je trouvais que c'était vraiment important de mettre l'emphase sur comment prévenir un départ, un refus de traitement, puis ça vient un peu mettre l'emphase, tout ça sur le fil conducteur de le patient devrait être écouté, puis ses attentes et ses objectifs devraient diriger l'hospitalisation.
Puis, ben, si on ne le fait pas, ben, ça fait que le patient, ultimement, va vouloir quitter. Puis donc, comment prévenir tout ça? Ben, c'est en revenant à écouter le patient, puis aussi, pas seulement l'écouter, mais s'assurer de faire les changements au plan de traitement pour répondre aux attentes et aux objectifs. Puis donc, on a voulu mettre l'emphase là-dessus, puis aussi l'emphase sur la position du professionnel de la santé qui non seulement devrait aider pour les objectifs et les attentes du patient, mais aussi de faire des changements au niveau inter-établissement, intra-hospitalier, de peut-être qu'il y a des façons qu'on fait les choses qui nuisent aux patients, puis dans le fond, il faudrait revoir ça. Donc, comment on pouvait appuyer les professionnels de la santé à réfléchir à ça, puis à essayer d'être des agents de changement dans leur établissement. Donc, j'ai essayé de vous faire ça super rapide. Maintenant, je vais passer la parole à Dr. Hatcher. Dr. Hatcher, if you want to talk about your module. Thank you very much. Merci. Je ne parle pas français, so I will continue in English, and I apologize for that. Next slide. So Catherine and I worked together on the topic that you see there. And it was interesting. The good things that Catherine and I got along very well together. We both trusted and respected one another. And I think in every situation, we were able to come to a very easy understanding of where we wanted to go with this. The challenge was that we were given a title and a topic and learning objectives that we had no input into. And that did make some of the initial workings challenging. So I had done some educational slides, and then Catherine was given those, and that's when we started working together. But altogether, I think it was very, very useful. I also am a chronic pain sufferer, and it's just interesting from the perspective of a physician, even. It's still different from the experience of a patient who doesn't have that medical background, because we can really understand how it's going to impact us as we're looking for our own care, which often a patient doesn't have that the capability of. Next slide. So these are just some of the screenshots, and I do apologize that they're in English, from the module. And these were some of the things that we talked about, the barriers to accessing care. Catherine and I had multiple Zooms about this. We talked about, are there things that are missing? We tried to look at, how do things work in a big city versus in a very rural community, and bringing our own expertise and experiences. I have been a family doctor in a very small community with a population of 1,200 people. And I've also worked in a large center in Hamilton, and pretty well everything in between. So we had multiple emails, we do multiple Zooms where we chat. We actually recorded Catherine playing the role of a patient looking to discontinue or start opioids, and you'll see those things as part of these modules that we developed together, me asking her questions and her answering as she felt that she would. So it was very, very collaborative. Next slide. Cultural factors are very, very important as it relates to patients. And of course, language becomes part of that, spirituality, religion. And so again, some of these topics were things that Catherine and I felt required more importance. You can sort of see on the side there in English, some of the types of barriers that we discussed. Some of the things that were difficult from the perspective of developing this is the fact that some of the learning objectives weren't ideal, we felt. And we were often given deadlines that were very unrealistic. We were sending off our information. They were taking weeks to look at it, and then they'd come back to us and say, we want your response in a day. And that was challenging, but we were very firm. Again, Catherine and I worked together to say, nope, we need a week. And AFMC certainly did a good job in doing that. Next slide. We used a real case. In this case, I had developed from a patient of mine from my practice. We were asked to develop a case that related to substance use disorder.
And then what we did is we took Catherine's experience as a patient with some of the challenges that she had faced. And as you probably know, pain is often really minimized by health professionals as in your head, as not real, as something you should just be able to ignore and carry on. And so Catherine used her personal experiences in coming up with solutions and answers to some of the questions that we believe that learners would need to understand to both safely manage patient, but to also use what we call a patient-centered approach to pain management to deal with some of those difficult topics that they may have with patients. And then last slide. And then finally, the other input that I had as part of this AFMC response to the crisis, we developed what's called a simulation playbook, which was developed by the Royal College for their students. And I was asked to take that family medicine approach to, well, how would you use this playbook that might have been developed for a surgeon or an obstetrician in their environment? How could I, if I was a learner in rural Newfoundland, use that? So I developed tools and tips to say, well, if you're in that practice and you're a family doctor, you're obviously not going to be saying you need surgery, but you might say, I need to refer you to a surgeon, or the surgeries happened. We talked about all sorts of different aspects with that. So that was the other thing, again, relating to that diverse needs. So that was really the role that I played. And I will hand over now to Catherine to talk about how she saw our role in that same development of that program. Thank you. Merci. Alors, je vais parler de l'expérience du patient partenaire. Je vais parler au nom de Annie Daniel aussi. C'est plus difficile de parler au nom des autres patients partenaires qui ont participé. Je connais moins leur expérience, donc je vais m'en tenir quand même à celle de Annie Daniel et de moi-même. C'est une expérience qui a été pour les deux vraiment agréable, enrichissante, comme vous avez pu constater jusqu'à présent. Donc, les points forts, c'est ça, c'est une expérience qui a été valorisante. Alors, nos points forts ont été nombreux, puis c'était surtout à cause de cette collaboration réelle et authentique qu'on a vécue. On a discuté, on a appris à se connaître, on a fait un peu de small talk pour un peu se connaître, donc des petites discussions qui ont fait qu'il y a eu un lien de confiance qui s'est créé. Ensuite, il y a eu une belle définition des attentes et des rôles respectifs. On a clarifié nos rôles, on savait ce que chacune faisait, puis il y avait un respect de ces rôles. De part et d'autre, on avait une bonne connaissance du partenariat patient. Donc, ça a vraiment favorisé. Ça allait de soi que nos connaissances respectives, nos savoirs expérientiels et les savoirs médicaux étaient respectés. Puis ça, tout au long de la collaboration. Puis ça a été aussi vraiment respecté par la FMC. Ça a été vraiment... si on mettait des commentaires, les commentaires restaient. S'il y avait parfois des questions, bien, on pouvait en discuter. Il y avait une formule où il y avait un document partagé, on pouvait mettre nos commentaires. Pourquoi on voulait garder ces commentaires ou pas. Donc, ça a été vraiment très, très valorisant et agréable. Ensuite, donc, tout ça fait que la communication était basée sur le respect et la confiance. Donc, voilà. Si les choses à améliorer, bien, dans nos équipes respectives, il y a vraiment eu un bon fonctionnement, mais pour d'autres équipes, moi, j'ai travaillé sur un autre projet où ça a vraiment moins été parce que d'abord, il y avait une pauvre connaissance du partenariat patient, puis la clarification des rôles et attentes et les directives n'étaient pas claires. Donc, ça a été difficile de ce travail-là, mais dans notre cas, ça a été, dans le cas ici avec Annie Daniel et moi-même, avec Dr. Hatcher et Nader, ça a été vraiment très, très facile. Ce
ce qu'on pourrait donc améliorer aussi, c'est, comme Dr. Hatcher le soulignait, c'est de faire participer tout le monde dès le début, les patients partenaires, les médecins dès le début. Ça, c'est vraiment important. Et puis, une bonne formation du partenariat pour tous les médecins, pour tous ceux qui sont impliqués dans le projet, que ce soit les gens qui... Il y a eu d'autres médecins, il y a eu des spécialistes, ça a été révisé, mais que tous ces gens-là aient un respect du savoir expérientiel et des savoirs médicaux et qui sont complémentaires et donc qui aient cette compréhension. Voilà, si on passe à l'autre diapo. Maintenant, je vais vous parler du toolkit. C'est la trousse d'outils pour les patients et les médecins que l'on a construite. C'est-à-dire, on l'a construite, ça a été vraiment par les patients partenaires. Il y a eu une révision de la part de professionnels, mais c'est vraiment les patients partenaires de 5 provinces qui ont travaillé de 2021 à 2023. Il y a Mathieu Jackson et Annie Descoteaux d'ICEPPP qui ont animé les 13 rencontres. C'était des rencontres d'environ 90 minutes à peu près là, sur Zoom, donc des rencontres virtuelles. Et on avait des discussions, ça a été sur une base assez régulière. Et donc, on s'est vu, la FMC nous a dit on voudrait un toolkit. Mais au début, on se disait, mais c'est quoi un toolkit? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Alors, on a trouvé, donc tout ça lors des discussions Zoom, on a donc trouvé que c'était un outil à valeur pédagogique favorisant l'autogestion, je dirais aussi l'apprentissage et facilitant la recherche d'informations. Alors, d'accord, alors, mais évidemment, c'était sur la douleur chronique et la gestion des opioïdes. Et puis, pourquoi on voulait une trousse d'outils ou pourquoi la FMC nous a demandé ça? On était bien d'accord, mais c'était pour fournir aux patients et aux médecins des ressources fiables et valides pour leurs patients, pensés par des patients, partenaires, usagers, proches aidants, vivant avec de la douleur chronique. Ces renseignements importants et utiles sont souvent dispersés dans différents sites web ou autres. Et donc, c'était aussi pour améliorer le partenariat patient. On peut penser ça aussi. Alors, donc, à qui s'adresse-t-elle? Bien, elle s'adresse à tous ceux qui sont intéressés à connaître un petit peu plus sur la gestion des opioïdes et la douleur chronique. Et ça s'adresse quand même aux patients et aux médecins. Et puis, voilà. C'est à peu près ça. D'accord? Alors, si on regarde le toolkit, comment il est construit, donc il y a 9 sections qui sont ressorties comme essentielles. Ces 9 sections, on les a vraiment décidées ensemble. Évidemment, le numéro 5, c'est les modules de formation, donc c'est un lien qui va vers les modules de formation, mais c'est vraiment ce que lors des discussions, on s'est dit, ça, c'est des questions qu'on aurait aimé connaître, on aurait aimé pouvoir chercher ces informations-là facilement. Donc, chacun a dû faire beaucoup de démarches personnellement tout au cours de la vie avec la maladie. Donc, on s'est dit, ça, c'est quelque chose qui serait important pour les patients qui viennent d'avoir un diagnostic de douleur chronique ou qui vivent avec, mais qui pourraient les aider. Alors, on a le premier, évidemment, comment utiliser la trousse d'outils, des outils de discussion pour les rendez-vous médicaux. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça peut même servir à tout le monde. C'est donc une façon de préparer les rendez-vous médicaux. Et ça, vraiment, donc on peut imprimer des fiches, on prend des notes, vivre avec les opioïdes,
fiche d'information, guide de ressources pour les patients et les médecins, gestion sécuritaire des médicaments, confidentialité, glossaire des termes médicaux. Si je m'arrête au dernier, souvent, il y a beaucoup de mots assez nouveaux quand on commence à avoir de l'orthonique, puis on a un peu choisi les mots qui peut-être étaient plus un peu compliqués, mais c'est quand même un jargon. Et puis, donc, on a relevé des termes qui étaient intéressants à connaître pour un peu donc, favoriser l'autogestion aussi. Hein. Plus on en connaît, plus on devient indépendant, puis plus on a de formation, c'est bien. Alors, donc, je vous invite encore une fois, le lien est là, à aller visiter les sites. Donc, comme je l'ai dit, le contenu a été entièrement décidé par les patients partenaires. Il y avait des sous-groupes de travail pour la section glossaire, témoignage, sécurité et fiches d'information. Vanessa Balounaik-Aroas du CEPPP a été pour la coordination, nous a aidé pour la coordination. Et les professionnels impliqués ont travaillé surtout à la révision là, et à la validation des fiches d'information, gestion sécuritaire des médicaments, glossaire, validation finale, parce qu'il fallait quand même que ça soit validé, tout ce qu'on a fait. Donc, ça l'a été. Alors, c'est un travail validé. Mais, voilà, merci. Je peux passer à l'autre page. Anne-Danielle. Oui, donc je vais vous parler, je vais vous montrer juste quelques exemples parce que Catherine a très bien décrit. C'est de ça que l'air notre toolkit, notre trousse d'outils. Donc, à la page d'accueil, on a la vidéo avec Catherine justement qui explique en français ce que c'est, comment utiliser, et en anglais, Dr. Graves qui, en fait, c'est pas mal ça, son bébé, c'est elle la responsable du projet au niveau de la FMC. Donc, on a les 9 sections qui sont en fait des tuiles interactives. Et là, il y en a une là, au milieu que où j'avais laissé ma souris pour montrer ce que ça fait. Donc, ça donne un peu d'explication sur la section puis le lien pour y accéder. Catherine, tantôt, parlait de l'outil de discussion pour les rendez-vous. Ça, c'est vraiment juste le tout début. On a 12 pages. Évidemment, la personne n'est pas obligée de s'en servir des 12 pages, mais c'est quelque chose qu'on peut imprimer. Puis justement, comme Catherine l'a dit, ça peut être utilisé en dehors du cadre de douleur chronique ou d'usage d'opioïdes, même s'il y a certains exemples, des fois, qu'on donne de questions à poser ou de sujets à aborder. Il y a une section qui peut être utilisée pour quand on voit d'autres professionnels de la santé, son pharmacien. Donc, je pense, très utile. Souvent, on dit aux patients de prendre des notes ou de poser des questions puis de noter ces questions avant le rendez-vous, mais des fois, on pense qu'on n'en a pas vraiment de questions, puis ça aide à s'assurer qu'on a pensé à tout. Nos fiches d'information, on en a fait 8, donc 8 thèmes. Ça va de la douleur chronique, des mythificateurs, donc des mythbusters en anglais, la prise en charge de la douleur que j'ai ouvert. Là, on voit un peu ce que ça donne quand on clique sur une section. Et puis, c'est toutes des sections qu'on s'est dit que l'information était importante, que ce soit pour les proches, pour les patients, pour des professionnels de la santé, médecins ou autres, qui pouvaient aussi trouver des informations importantes là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on a appris comme leçon dans l'ensemble du projet? En fait, beaucoup a déjà été mentionné par Catherine parce que ce qui fait qu'on a eu le goût de vous en parler aujourd'hui, ce qui fait qu'on a trouvé, moi, Dr. Nader, Dr. Hatcher et Catherine, que ça avait si bien été, c'est des leçons qu'on a apprises de qu'est-ce qui va bien. Hein? Donc, et de ce qui allait un peu moins bien, comme il était aussi mentionné, d'inclure le patient partenaire au même titre que les médecins et j'ajouterais que toutes les personnes impliquées. C'est reconnaître sa valeur, c'est une question de respect. En fait, c'est de placer tout le monde sur un pied d'égalité, de ne pas dire « Ah, ça, les patients ne comprendront pas, on va juste en parler avec les médecins » ou ainsi de suite, par exemple. Puis, comme a déjà été mentionné, c'est d'inclure les patients partenaires dès le début. Mais là, on a vu qu'il y a même des médecins qui n'ont pas été impliqués dès le début. Puis ça, vraiment, c'est une leçon qu'on a appris parce que ça permet de mieux situer, de mieux comprendre le contexte du projet. C'est quoi notre rôle? Qu'est-ce qui est attendu de nous? C'est quoi le projet?
ça a été très important, par exemple, que la FMC nous fasse une rencontre pour nous montrer qu'il y avait déjà eu des modules prédoctoraux de fait, que c'était un projet de plusieurs années, parce qu'au départ, sinon, on n'aurait pas compris ça. Puis évidemment, ben, quand on inclut les partenaires dès le début, ben, on économise du temps. Parce que là, comme disait Maya, quand on s'est retrouvé avec un troisième partenaire, un deuxième médecin, qu'on a beaucoup apprécié au demeurant, mais évidemment, ben, il a fallu lui expliquer où on était rendu, justifier certaines décisions, pourquoi on était arrivé à cette décision-là, répéter de l'information. Puis, ben, ça revient à éviter aussi les décisions prises sans les patients partenaires ou sans tous les partenaires. Parce que comme disait Dr. Hatcher, ils ont reçu, ben, nous aussi, les thèmes déjà préétablis, les objectifs d'enseignement, tout ça. Ça n'avait pas été décidé dès le départ ou à 100% avec toutes les parties prenantes. Puis évidemment, ben, je dis sans les patients partenaires, mais ça peut aussi être comme nous, le CEPPP, qui était un interlocuteur qui nous représentait puis qui nous évitait de participer à une douzaine de réunions de plus, puis c'était peut-être pas nécessaire. Donc, justement, là, il y a eu des échéanciers serrés, réalistes ou changeants, puis ben, des rencontres prévues sans consulter tout le monde. Parce que, bon, c'est sûr qu'on se dit, oh, il y a 50 personnes, on ne pourra jamais arriver à un consensus, puis il y a les horaires de fou des médecins dans tout ça. Mais au lieu de juste dire, ben, on ne peut pas arriver à satisfaire tout le monde, donc on va juste choisir une date, je pense que c'est important d'utiliser, par exemple, Doodle pour avoir au moins une idée, puis il y a pas mal plus de chances qu'il y ait moins d'absents, que plus de gens puissent participer, même si c'est sûr que non, on ne pourra jamais avoir tout le monde. Donc, encore là, les conditions gagnantes, comme a dit beaucoup, ben en fait, je pense que chacun dans nos exemples, on l'a dit, la compréhension du partenariat patient, que ce n'est pas juste un rôle de consultation, qu'on a un savoir complémentaire, ce genre de choses-là. Quand les rôles et les attentes sont bien définis, reconnaître cette complémentarité des savoirs-là. Donc, en général, ça vient ensemble avec le respect mutuel. Un entraîne l'autre pas mal. Je ne peux pas dire automatiquement, mais presque. Et l'humilité et l'ouverture d'esprit. Puis là, je ne parle pas juste de la part des médecins, par exemple, mais le patient partenaire aussi peut se tromper, peut avoir besoin de feedback. Donc, mais c'est ça, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, je vais laisser chacune de mes co-présentatrices faire un petit mot de conclusion, Catherine. En conclusion, vraiment, c'était une expérience enrichissante, valorisante dans un projet d'envergure bilingue, pan-canadien, qui s'adresse aux médecins, aux étudiants en médecine, aux patients, à toute personne désireuse de s'informer sur la douleur chronique et les moyens de gestion. Puis j'espère que cette co-construction patient-médecin permettra de renforcer le partenariat patient fondé sur la confiance mutuelle et la reconnaissance des savoirs expérientiels, et ce faisant pourra réduire le risque de troubles liés à l'usage des opioïdes à l'origine de la crise actuelle. Dr. Hatcher, if you want to say a last word. Thank you. Thank you. Merci. I think for me, working with a patient partner, I mean, working with Catherine, but I think in general, really changed how I thought about doing medical education. And I think it's something that as educators should be a mandatory part of any education, whether we're educating medical students, residents, doctors, or the public, because it really brings a wealth of stronger, better experience to what we do. Merci. Moi, je peux y aller. En fait, je veux juste dire que ça a été une expérience extraordinaire que j'ai vraiment beaucoup appréciée. En fait, que je recommande à tous. Puis, ça me fait maintenant réaliser à quel point on devrait faire ça, une co-construction pour tout ce qu'on fait au niveau médical. Je veux dire, je repense à des conférences que je donne, je repense à des cours que je suis en train de donner. Puis, je me dis, mais on aurait dû le co-construire dès le début, ce cours-là. Puis donc, je pense qu'il y a place à ce que les patients partenaires soient vraiment avec nous dès le début, puis qu'il y ait probablement une refonte de la pédagogie là, pour les professionnels de la santé. Bon, c'est d'envergure ce que je dis, mais je pense que de commencer avec des projets comme ça va permettre à ce que dans le futur,
la pédagogie médicale soit vraiment co-construite avec les patients partenaires. Je pense que c'est la vision qu'il faudrait qu'on ait. Puis de le faire, en fait, ça donne non seulement un produit final qui est vraiment mieux à tous les niveaux, mais ça rend l'expérience personnellement vraiment plus enrichissante et beaucoup plus agréable. Merci, Maria. Pour ma part, je trouve que c'est tellement significatif pour le patient, en tout cas, mais le projet en soi est significatif parce que ça va changer la façon dont les médecins vont voir ces sujets-là pour des années à venir. Donc, c'est majeur. Puis donc, c'est très gratifiant pour moi, en tout cas, comme patiente, d'avoir participé, d'avoir cet impact-là. Puis, sincèrement, j'ai été très, très émue à en avoir les larmes aux yeux. Quand j'ai vu mes idées de formation ou des formulations, des phrases que j'avais écrites qui étaient telles quelles sur le site web, que ce soit dans le toolkit ou dans notre module. Puis ça, ben, c'est un merci à Maya. Dr. Nader, je suis désolée. Justement, ça montre notre relation. Mais aussi au niveau de la FMC ou de Queens, qui ont aussi respecté comme disait Catherine, nos commentaires, ces choses-là. Donc, ça a été vraiment, en tout cas, pour moi, ça a aussi été une expérience particulièrement enrichissante. Donc, je pense qu'en notre nom, à toutes les quatre, je remercierai la FMC, le CEPPP, l'Université Queens et tous les médecins et patients partenaires qui ont participé au projet parce que ça a vraiment été un gros travail d'équipe à beaucoup